Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Terrain, récits et fiction. La collection Terrain, récits et fiction, fondée et dirigée par Bernard Lacombe, prend en compte l'ambition des sciences sociales, sciences du récit par excellence, d'intégrer l'ensemble des formes d'écriture. Ajustant la forme de l'écrit au sens du terrain, explicitant ainsi l'expérience qu'ils ont vécue, les auteurs de cette collection interrogent, par leurs textes, le sens du récit dans les sciences sociales et le poids de la fiction dans le discours scientifique. Photographie, figures et cartes de l'auteur. Le titre courant a été dessiné par Victoria Awa. Il représente un bas de tête à transporter le bois, à Annie en BWAMU. Formatage de l'ouvrage, BGL Paris. Dédicace et remerciements. Je dédie ce travail à ma mère, Saran. À Fatoumata et Namassa, mes sœurs, et à mon frère Sidiki. Tout travail de longue haleine est le résultat de nombreuses collaborations et amitiés. Je sais que ce travail n'aurait pas été possible sans l'accueil des habitants de Bondoukoui. Ils m'ont ouvert leur maison et leur vie, avec une grande générosité. Que Yezouma Raphaël Koulibaly leur exprime toute ma reconnaissance. Lui qui m'a accompagné tout au long de mes terrains à Bondoukoui. Je ne peux oublier ceux qui m'ont appuyé institutionnellement. Georges Denoni, Jean-Pierre Guingamp, Bernard Lacombe, Olivier Le Cervoisier. Richard Potier, Roger Pontagnier, François-Yves Sauter, Hervé de Tricorneau. Je me souviens ici de Namité Koulibaly, chef de Terki. D'où il est aujourd'hui. Doit savoir que j'ai bénéficié des bénédictions qu'il m'avait faites. Dauphiny Séni. Effectivement, Dieu m'a accompagné. Je ne peux oublier tous mes amis du centre IRD de Bondy. Caniquin, Maurice Fay, France Thomas et Yvonne Vernon. Reçoivent pour tous mes remerciements. Et que Oula Passari, cartographe de l'IRD de Ouagadougou. Sache que je l'associe fraternellement à ce travail de longue haleine. Que Frédéric Albert et Jean-François Bouet, Isa et Alain Blot. Denis Prienne, Virginie Robert et Martine-Marie Muller. Sache que je n'oublierai jamais leur généreuse amitié. Cet ouvrage, ainsi que le suivant. Le travail invisible. Femmes de Bondoukoui, Burkina Faso. Sont tirés d'une thèse en ethnologie réalisée sous la direction du professeur Olivier Le Cervoisier. À Paris 5, Sorbonne. Plan du village de Bondoukoui. Introduction. Cet ouvrage est le premier des deux que nous consacrons aux femmes Bouaba de Bondoukoui. Dans ce premier livre, nous décrivons le cadre que la culture BWAMU impose aux hommes et aux femmes, et ses transformations historiques et sociales sous l'impact de la modernité. Cette modernité a eu pour visage la colonisation, puis la politique particulière initiée dans la zone de Bondoukoui par l'État suite à l'indépendance de 1960. Et ces transformations. La question féminine ne peut être abstraite ni des conditions concrètes, ni des relations de genre avec le sexe masculin. Nous avons donc dans cette règle du jeu que nous rédiger du point de vue du genre féminin, une description de la société Bouaba de Bondoukoui, dans sa dynamique historique et dans ses particularités sociologiques et ethnographiques. Nous ne voulons pas, en traitant des Bouaba de Bondoukoui, tomber dans ce travers justement dénoncé par Agi. Mbem 2005/76, faire passer un morceau d'Afrique pour la vitrine de l'Afrique tout entière. Nous avons parfaitement conscience de traiter du local, Bondoukoui, et du circonstanciel, 2000 à 2007, année où nous avons si souvent résidé à Bondoukoui, et d'un moment historique, celui de la mondialisation qui à travers les cultures de rente, coton, souvent transgéniques, les besoins nouveaux et bien modernes et enfin l'information télévisuelle, change profondément la donne sociale et le vécu individuel. Comme le dit ce même auteur est culturellement arrimé à un système de valeurs unique et immuable. En regardant le présent, en comprenant ses racines historiques, nous tenterons d'évaluer dans nos derniers chapitres du second livre Les femmes de Bondoukoui, les grandes tendances d'un avenir en construction, qui sera espérons le plus conforme à une égalité entre genres. 3 raisons nous ont conduites à choisir les Bouaba de Bondoukoui. La première était pratique. En effet, nous les connaissions par nos travaux antérieurs de consultante, S. Traoré 2006.
Les deux autres raisons étaient scientifiques. D'une part, Bondoukoui, situé dans le sud-ouest du Burkina Faso, est une zone à fort changement dans un pays et une Afrique en mutation. D'autre part, nous pouvions y effectuer une observation participante ethnographique classique de regard éloigné. Je suis certes africaine et burkinabé, mais les Boaba m'étaient totalement étrangers. Je suis d'une famille urbaine, et j'ignorais tout de la paysannerie. Je dois dire que ma vie à Bondoukoui parmi mes amis Boaba m'a appris une chose: on ne peut être l'autre. C'est cette expérience que j'ai vécue, en plus de données que j'ai pu recueillir auprès de personnes toujours attentives et souvent étonnées par mes interrogations. La problématique scientifique que nous avons employée est celle du genre. Notre position sur cette question est modeste et méthodologique. Nous ne sommes pas entrés dans les grands débats idéologiques et sociaux qu'entraîne le genre. Simplement, la question féminine chez les Boaba n'est pas un problème féminin. D'une manière générale, le sexe n'est qu'une particularité biologique, comme l'âge, et seul le genre explique la situation sociale des femmes. Après un premier chapitre consacré à la description des grands traits des Boaba et de Bondoukoui, nous traiterons de la construction des sujets féminins comme mineurs socialement à travers l'éducation des enfants. Dans un second chapitre, nous traiterons du passage de la fille de son père à la femme de son mari. Mais avec le mariage, la femme affronte un autre défi, le ménage polygame dans une société en bouleversement où les garanties traditionnelles des mariages arrangés entre familles s'effritent. Nous verrons également que la polygamie est un phénomène plus moderne, que véritablement traditionnel, non dans son concept mais dans sa dynamique. Enfin, un dernier chapitre est consacré aux différences de statut des femmes épouses d'un même homme, de celui officiel de la première à celui affectif de la préférée en passant par l'épouse apparentée à son mari dont la force tient au fait que son époux ne peut agir avec elle comme bon lui semble puisqu'elle est protégée, elle, par sa famille qui est la même que celle qui abarre sur le mari, la sienne à lui. À chaque statut féminin correspond pour une femme donnée, à des marges de manœuvre différentes. Au fil des pages, suivant tous les observateurs qui notent un accroissement de la polygamie dans les zones rurales burkinabées, nous nous interrogerons. Est-ce que cette polygamie trouverait ses causes dans les changements qui affectent l'agriculture? Aurait-elle un lien avec des stratégies masculines et féminines nouvelles qui incluraient de nouvelles relations affectives, de nouvelles responsabilités envers les enfants, les terres, le capital, etc.? Serait-ce une réponse à des contraintes inédites, nées des changements historiques actuels? Nous confronterons nos données avec celles de nombreux auteurs, E. Bosserop, 1970, et Copé-Rougier, 1985, S. Finzang et Aujournet, 2000, Sekokri-Vidrovitch, 1994, A. Adepodjou et W. Mbugua, 1999, Desavino, 2007. Nous devrons y insister, car cette polygamie est significative des changements qui bouleversent la situation des pays africains. Aussi explorerons-nous les liens hiérarchiques ou de parenté qui existent entre les femmes d'une même unité domestique et d'unités voisines, ainsi que les rapports privilégiés et d'entraide que ces liens peuvent occasionner. Les comportements, responsabilités et devoirs féminins diffèrent selon l'âge, le statut, aînée cadette, et la fécondité des femmes d'un même groupe résidentiel. Il existe effectivement une hiérarchie entre les femmes, selon le rang du mari dans sa fratrie, aîné cadet. Y a-t-il une dynamique particulière à chaque configuration d'unité domestique? Comment se passent et se traduisent les rapports de pouvoir et de domination entre les femmes? Nous porterons une attention particulière à ces femmes qui, pour être mariées à des frères, se considèrent comme coépouses et en ont quelques contraintes, le lévira étant la plus marquante. Est-ce que cette situation, génératrice autant de solidarité que de conflits domestiques, est encore visible malgré la dispersion dans le terroir villageois des résidences des frères? À ce propos, est-ce que l'aisance financière d'un frère cadet bouleverse le système hiérarchique traditionnel qui existe entre les femmes des membres d'une même fratrie? Les rassemblements familiaux, mariages, décès, funérailles, au cours desquels toutes les femmes de la famille se retrouvent nous ont été d'un grand secours pour appréhender ces changements. Car cet ouvrage est fondé sur une observation de longue durée, dite en jargon ethnologique observation participante. Nous savons bien que cette dénomination d'observation participante est un oxymore, B. Lacombe, Inagnaba 2008,
car si on participe on observe mal et si on observe on ne participe guère. R. Potier Inel Obadia 2003. Mais sa réalisation par une présence de longue durée sur le terrain est une expérience irremplaçable. Comme méthode, nous avons donc utilisé l'observation participante en résidant longtemps à Bondoukouy même. Elle s'est révélée très enrichissante parce que les sujets sont naturels dans leurs faits et gestes. Sur la durée, ils ne peuvent pas garder longtemps leur masque de politesse. En effet, les enjeux affectifs et de pouvoir ne peuvent être trop longtemps suspendus par les acteurs sociaux. Nous avons pu ainsi comprendre les motivations et saisir les significations culturelles que les sujets donnent à leurs propres actions, pour les restituer dans ce travail. Par ailleurs, l'observation participante permet de remarquer des détails significatifs qui, pour les sujets, sont de l'ordre de la routine et de l'évidence. Cette observation a été complétée par des entretiens et des récits de vie dans les hameaux de culture. Intérieur de maison bois bas. Chapitre 1 Les bois bas, un terrain d'étude. Faire l'histoire des BWA, c'est toujours parler de l'histoire de leurs voisins. Pour écrire une véritable histoire des BWA, il faudrait s'attacher à l'histoire de chaque village, de chaque lignage, et prendre le temps d'y écouter les vieux et les griots garants de la mémoire. J.T. Diarra, cité par le Guy 2001 sur 31. Le cas du village de Bondoukouy cadre parfaitement avec cette remarque. Bondoukouy est un village ancien, dont le passé est encore maîtrisé par les hommes. 1. L'histoire de la formation du village. La formation du village, l'attribution de la chefferie de terre et l'existence de 2 chefferies de terre sont liées à une histoire de lignage, de village, de famille. Le territoire de Bondoukouy appartient au village Bois-Bas de Moukouna qui est le plus ancien dans la région. Une parenté relie la population du village de Moukouna à celle de Dampan. Les fondateurs des 2 villages sont frères de même père et mère. Cette parenté est invérifiable, on ignore les noms et on les appelle grands frères et petits frères. La création du village de Moukouna est née de la dispute entre 2 frères. Une légende explique comment cette séparation s'est faite. 2 frères cultivaient ensemble et l'aîné devint lépreux. Le cadet voulut en profiter pour acquérir plus de terre en séparant celle qu'il cultivait avec son frère. Alors il lui dit : « Demain que chacun parte au champ du coq pour aller chez l'autre, là où nous nous rencontrerons sera la limite des terres de nos descendants. » L'aîné comprit le piège mais accepta le défi. Le lendemain, au premier chant du coq, le lépreux prit son bâton d'infirme et marcha vers la maison de son cadet. Il peinait mais il marchait. Son cadet, en entendant le chant du coq, ne daigna pas se lever. Sa femme le secoua, mais il lui répondit que son infirme de frère ne pouvait aller très loin, alors il pouvait bien encore dormir. Le coq chanta 3 fois et à la 3e fois que son épouse le réveilla, enfin, le cadet se leva. Sortant de sa maison, il vit son frère devant sa porte, assis sur sa petite houe, son bâton à la main. Alors il le supplia : « Écarte-toi un peu, tu es presque dans ma chambre. » L'aîné se leva péniblement et retourna sur ses pas. Encore, supplia le cadet et 3 fois il répéta sa supplique. Mais l'aîné, lassé et épuisé, répondit : « Non, tu as perdu, je resterai ici. Par la terre et par l'herbe, dit-il en frappant le sol, que je meure ici si j'ai enfreint le défi que toi-même as lancé. Et tout le monde sait qu'il n'y a pas plus grand serment que de jurer par l'herbe et la terre pour un bois bas. » Et l'aîné continua, lançant sur le sol son bâton de lépreux. Adadé. C'est-à-dire, ceci est notre limite. Et le bâton se fit eau, puis rivière. C'est la rivière Adadé qui sépare aujourd'hui les terres de Moukouna et de Dampan, et que nul chef de terre de l'une ou l'autre chefferie ne peut franchir sous peine de mourir, frappé par les génies tutélaires de la brousse et de l'herbe. Kaye Yezuma. Compte tenu du fait que notre travail est centré sur les femmes, signalons que nous n'avons trouvé durant notre terrain que cette unique mention positive sur les femmes dans les récits que nous avons entendus. Dans les autres cas, la femme a une position de traîtresse. Dans les épisodes de conflit, le vaincu s'y dit trahi par des épouses venues de chez ses adversaires ou trahi par une épouse infidèle. Le thème de l'épouse infidèle qui cherche à tuer son époux est récurrent dans les récits confère. Benazi 1962. De même nous paraît significative la constance des récits stigmatisant les femmes dépensières, détournant le grain du mari pour leur amant et leurs enfants.
Les premiers arrivants dans le village de Bondoukoui, membres de la famille Tamini, fondèrent le quartier de Bunois, vers le XVIIe siècle. Les Koulibaly du quartier de Dorakoui sont arrivés bien après. Ils seraient originaires du Mali, fin du XIXe siècle. À l'arrivée des Tamini, Bondoukoui était une brousse inhabitée. Ils s'adressèrent au chef de Moukouna, qui leur désigna un lieu où s'établir. Par la suite, ces premiers résidents accueillirent tous les autres en leur attribuant un territoire dans le village. Les personnes d'une même famille logeaient ensemble. Chaque famille donna naissance à un quartier. Il faut souligner que les différents quartiers étaient dispersés et éloignés les uns des autres. Le rapprochement des familles et la constitution des deux gros quartiers se sont effectués lors de la nomination de Dauphiny Coulibaly comme chef de canton par l'administration coloniale naissante. Il décida de rapprocher tous les petits quartiers, qui étaient de son côté. Le quartier actuel de Bunois était une place vide. Dauphiny fit déménager toutes les familles Tamini et autres dans cet espace vide qui fait face à son quartier, et qui prit le même nom de Bunois. Seul le quartier de Dorakoui, qui est celui de Dauphiny, se situe au même endroit depuis sa fondation. Le regroupement recherché par Dauphiny avait pour but de pouvoir mieux exercer ses responsabilités. Les forgerons fossoyeurs, Kahani Nounoa, sont venus de Dampan à la demande du chef de canton Dauphiny Coulibaly. Les vieux expliquent pourquoi il les fit venir. Les habitants de Bondoukoui avaient besoin de l'aide des forgerons pour les débarrasser de génies niyanois, qui décimaient leurs troupeaux. Il s'agissait des taurins des troupeaux villageois, aujourd'hui disparus de la zone, et non des ébus des Peuls. Ainsi l'explique Domboué. Vous savez, il y avait un espace vide non loin du village où les gens attachaient leurs animaux sous un arbre. Et c'est là, en plein midi, que les génies sortaient et les tuaient tous. Personne ne pouvait se rendre sur ce lieu, car les génies s'attaquaient aussi aux humains. Les fossoyeurs ont réussi à débarrasser les villageois de ces génies. Après leurs exploits, le grand-père Dauphiny n'a plus voulu les laisser repartir à Dampan. Il alla demander aux vieux de Dampan de lui laisser les forgerons. Voilà comment il y a eu le quartier des fossoyeurs. Entretien. On fait appel aux forgerons pour résoudre les problèmes liés au génie. À travers les tâches qu'ils réalisent, forge, sculpture, et surtout par le maniement des forces telluriques et du feu, transformation des minerais en métaux, les forgerons sont en contact permanent avec les génies de la brousse et de la terre, protecteurs tutélaires de la nature, confère. Affort, 1996, qui traite des Bissa mais dont les conclusions éclairent les nôtres. Les gens de caste vinrent après les deux grands clans, Tamini et Coulibaly, comme le signale notre dernier interlocuteur Domboué. Les forgerons-forgeurs, Kahani Ligiwa, sont originaires de Bouéré dans la région de Béréba. Il y a aussi les forgerons balafonistes, Kahani Tiombova, dont le village d'origine n'est pas connu. Quant aux griots Kakani, ils sont originaires de Kombia, un village bois-bas proche de Houndé. Leur installation à Bondoukoui date de 1817. Cette date précise est fournie par un des hommes importants de ce lignage. Nous la répétons sans rien pouvoir affirmer à ce propos. 2. Les deux grands quartiers du village. Le village de Bondoukoui est divisé en deux par une route non bitumée et de chaque côté de la route, il y a deux principaux quartiers, qui se subdivisent eux-mêmes. Le nom de chaque quartier a un sens mais pour certains nos informateurs en ignoraient la signification originelle. Le premier quartier principal est celui de Dorakoui ou Dimikuy. Il est habité par trois familles qui sont les descendants de Dimi Coulibaly. Ces familles sont celles de Dauphiny Coulibaly, de Bossan Coulibaly et de Dégué Coulibaly. Dans le même bloc à côté des descendants de Dimi, il y a trois petits quartiers. Le quartier de Kazawakoui dont les résidents sont des Kazawains. Le quartier de Bekonoisi habité par les Bonzi qui sont des forgerons fossoyeurs, et par des Coulibaly qui n'ont aucun lien de parenté avec les trois familles précédemment citées. Le quartier de Namounikuy, Namouni signifie hyène. Il est habité par des Coulibaly qui ne sont pas du clan dominant. Le deuxième quartier principal appelé Bunois, Bunois signifie case, est habité principalement par les Tamini qui sont les descendants de Nyanta ou Yanta Tamini. Leur quartier se prénomme Nyantanoisi. Contrairement à Dauphiny Coulibaly qui avait plusieurs épouses, Nyanta n'avait qu'une seule épouse.
Ses descendants actuels ne forment que 2 familles qui habitent le quartier Tamini. Ces familles sont celles de Dombwe Tamini et de Sumu Tamini. 7 petits quartiers se trouvent au sein de Bunoi. Le quartier de Tiako habité par les Bayés. Le quartier de Onakui. Ona signifie Afzelia africana et le nom fait référence à un parc de tels arbres, espace d'une grande dimension lorsque ce quartier fut construit, habité par des Tamini qui n'ont aucun lien de parenté avec les précédents. Le quartier de Nyankui habité par les Awa. Le quartier de Tiombo-Awazi habité par des Tamini forgerons balafonistes. Le quartier de Kanikui habité par des Koulibaly forgerons forgeurs. Le quartier de Bundiakui qui est celui des griots Kombia. Le quartier de Kakawazi habité par des Kombia, griots tisserands et balafonistes. 3 quartiers inclus dans les 2 principaux quartiers sont habités par les immigrés regroupés en ethnies. Le quartier Zawazi, côté Koulibaly, est habité par des Dafing. Le quartier Forawazi, côté Tamini, est habité par des Peuls Sangaré. Le quartier Wakui, côté Koulibaly, est habité par des Mous. Les Mous sont originaires de plusieurs villages du plateau Mossi, Kaya, Waiguya, et sont arrivés à Bondoukoui vers les années 1929 à 1931. Quant aux Dafing, ils viennent de Safané et sont arrivés vers 1960 à 1970. Le bourgeonnement des quartiers répond à une dynamique démographique. C'est le cas de Dimi Koulibaly dont la sœur s'était mariée au fondateur du quartier de Namounikuy. Les habitants de Namounikuy sont donc les neveux de Dimi Koulibaly. Hormis cet exemple, il n'existe aucun lien de parenté entre les habitants des 2 grands quartiers, mais uniquement des relations de voisinage et d'alliance. Tous participent ensemble aux travaux d'intérêt commun. Installation d'un forage. La concession de la grande famille, Zimbéni, ne pouvant pas contenir tous ses membres, les fils une fois mariés prennent leur indépendance en ayant leur propre concession. Les concessions des frères ne sont pas éloignées les unes des autres. La demeure familiale ne pouvant pas rester inhabitée, c'est le fils aîné qui y réside avec sa petite famille et ses parents s'ils sont vivants. Si le fils aîné a migré, un de ses frères restera dans la cour familiale. Les filles divorcées de la famille, Mahani égale la divorcée, réintègrent ce domicile paternel. Avec le départ de la plupart des enfants, il y a toujours de la place pour elles et leur retour ne pose aucun problème à leur famille. Elles pourront toujours repartir chez leur époux si celui-ci vient présenter des excuses. C'est l'ensemble de ces petites familles habitant des concessions différentes qui forment le quartier. Pour mieux faire comprendre la subdivision des grandes familles, nous prendrons l'exemple de la grande famille Koulibaly, c'est-à-dire les descendants de Dimi Koulibaly, fondateur du quartier. Elle est subdivisée en 3 branches, Dauphiny, Bossan, Dégué qui sont les fils de Dimi Koulibaly. Seul Dauphiny est resté vivre dans la concession du père, ses frères, Minza ou Wanzeda, se sont installés non loin. Actuellement, les descendants, leurs épouses, Wananoa et enfants, Ayinzawa, résident respectivement dans la concession de leur père. 3. La hiérarchie sociale. Une distinction doit être faite entre les nobles, les gens de caste et les autres, Boaba, Peuls, étrangers, car ils n'ont pas le même statut au sein de la société. En référence à cette distinction, Selegui, 2001, parle de stratification horizontale pour ce qui est de la société BWA du Mali très hiérarchisée. Cette hiérarchisation se retrouve également chez les Boaba de Bondoukoui. À travers leur manière de s'exprimer, les gens de caste font la différence entre les personnes non castées et eux. Lorsqu'ils parlent des nobles, ils disent les Boaba, bien qu'ils soient pourtant tous des Boaba. Au cours de mon terrain, j'ai plusieurs fois entendu les forgerons dire « Je vais rendre visite à un Boaba ». C'est en réalité pour marquer la différence de catégorie sociale qu'ils utilisent ce terme. Le terme Boaba est aussi utilisé par les gens de caste du Mali pour désigner un noble. Vertrich, 1996, donne l'explication suivante. Les forgerons et les griots ne sont pas considérés comme des BWA à part entière et sont regroupés sous le terme d'hommes de caste. Elle précise qu'il serait plus juste de dire qu'ils sont considérés comme relevant d'une catégorie distincte, exclusive de celle des cultivateurs auxquels s'applique le qualificatif bou. Je n'ai pas retrouvé ce terme à Bondoukoui. Les nobles et leurs fonctions. Les familles nobles. Les familles nobles
sont les deux familles dirigeantes que sont les Koulibaly descendants de Dhimmi Koulibaly, et la première famille Tamimi installée dans le village. Ce sont des familles de cultivateurs, seules détentrices des terres du village. Les terres du père appartiennent à ses fils qui en sont les héritiers. Car comme le souligne De Jonkers, 1995/186, à propos des Minyanka Bamana du Mali, l'appartenance lignagère de chaque communauté familiale détermine l'attribution des terres. Les individus ne peuvent exploiter une parcelle que dans la mesure où ils sont membres d'un lignage, ou adoptés par lui. Ce sont les hommes de la famille qui octroient une partie de leurs terres cultivables aux gens de caste, qui se sont maintenant mis à la culture et aux étrangers, BWA, Mousse, Dafing. Donnons quelques exemples d'acquisition de la terre par les immigrés Mossi. 1. Un immigré Mossi peut obtenir une terre sans passer par le chef de terre s'il est ami avec un Bwaba de famille noble, qui lui donne une partie de ses terres. Mais le chef de terre est quand même mis au courant par le propriétaire, aucun prêt de terre ne se faisant à son insu. 2. Pour ceux qui n'ont aucune relation particulière avec un Bwaba, 3 possibilités s'offrent à eux pour obtenir la terre. Ils s'adressent directement au chef de terre. Ils demandent au chef des mousses de Bondoukoui de faire la demande pour eux. Ils peuvent s'adresser à d'autres mousses installées avant eux sur les terres Bwaba. Les premiers arrivants Mossi servent d'intermédiaires auprès des chefs de terre afin qu'un nouveau arrivant puisse obtenir un champ. Ils leur servent en quelque sorte de tuteurs. Avant de poursuivre, nous devons expliquer le sens du terme fétiche dans les religions ethniques d'Afrique. Il s'agit à la fois de l'être surnaturel dit aussi génie, ou djinn selon les informateurs, et de l'objet dans lequel cet être se matérialise, roc, arbre, statuette. Signalons qu'avant tout près de terre, l'immigré Mossi, Bwaba ou Dafing doit apporter 3 poulets qui seront égorgés. Le premier sur les fétiches, Nilé, le second à l'intention du génie de la brousse et le dernier pour les ancêtres. Ces sacrifices permettent, selon le propriétaire, de détecter le caractère du demandeur, s'il a un bon cœur, un cœur propre, un cœur pur, afin de savoir s'il va être un voisin convenable. Si le résultat est négatif, le demandeur risque de ne pas obtenir de champ. Le propriétaire est seul juge et le demandeur n'a aucune possibilité de se défendre ou de contester les révélations du fétiche. Cependant, je n'ai pas observé au cours de ces années un tel cas de refus. Si les réponses au sacrifice sont favorables, le propriétaire lui désigne une parcelle sur laquelle ses droits ne valent que pour la durée de la culture. La parcelle retombe dans le pot commun du clan dominant, sitôt que cette terre retourne en jachère et que le demandeur en sollicite une autre. Si les Bwaba de Bondoukoui, cette terre, même s'il cesse de la cultiver, appartiendra à ses descendants, à moins que des impératifs obligent le chef de terre à la reprendre. S'il n'est pas de Bondoukoui, sitôt que la terre retourne en jachère, elle peut lui être ôtée. Il est censé l'avoir abandonnée, sauf s'il devient membre à part entière de la communauté Bwaba de Bondoukoui. S'il est de la famille des chefs, ou lié étroitement à elle, le cultivateur n'est soumis à aucune charge. Il n'a pas à donner le panier de grains à chaque retournement d'année. En effet, il cotise alors au sein du clan, ce qui est d'ailleurs plus coûteux que le panier annuel réclamé aux autres, mais cela signe son rapport éminent à la terre. La parcelle est délimitée par des arbres, mais il est expressément interdit de l'enclore, d'en marquer les limites. Mais l'immatérialité des limites ne permet pas pour autant de les ignorer. Franchir les limites, en empiétant sur la parcelle du voisin, peut tuer le contrevenant. C'est donc alors avoir mauvais cœur ou même cœur noir, et donc être lié au monde de la sorcellerie. À l'usage d'une parcelle est assortie une obligation de respecter certains arbres car ils doivent durer sur la terre, carité et d'autres. Les nérés sont un cas à part dans toute la sous-région, y compris chez les mousses. Le propriétaire par son représentant s'en réserve les fruits, leur récolte ne peut se faire qu'à son ordre. La récolte appartient au chef de terre, qui en rétrocédera une partie au titulaire du droit de culture. Autrefois, le champ était prêté gratuitement à l'immigré, mais après la récolte celui-ci donnait une récompense au propriétaire du champ. Cette récompense se limitait à un panier kansi de céréales qui représente 3 tines. La tine est une mesure traditionnelle de 8 à 11 litres. Le refus de donner le panier de céréales entraînait la reprise du champ par son propriétaire. La situation actuelle est manifestement une situation de transition.
Et les acteurs ont des motivations parfois fort différentes tenant à des raisons fort différentes. Certains suivent la tradition, d'autres la modernité et les rapports marchands. Une des difficultés des propriétaires de terre à Bondoukoui tient au caractère symbolique de la redevance qui est réclamée pour l'accès à la terre. Seuls les mousses, immigrés dans les années 1930, respectent à la fois le fait et le droit. Donner 1 ou 2 tines de grains, insignifiantes au regard de la récolte même, aux chefs de terre et la reconnaissance de la propriété éminente des lignages bois-bas sur la terre. Par contre, les nouveaux venus, eux, refusent de donner cette contribution, car ils en savent bien la charge symbolique. Comme le signale au Le Cervoisier, 1994/251, c'est un enjeu social important car c'est précisément par la perception de redevance que se manifeste le pouvoir des maîtres du territoire. Ce même phénomène est signalé par F. Sauter 2007. De nos jours, avec le manque de terre dû à une immigration massive, surtout des mousses, les propriétaires ne se contentent plus des 3 tines de céréales annuelles. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.